En période de hausse des marchés financiers, beaucoup d'investisseurs pensent être des génies et avoir une information que beaucoup d'autres n'ont pas, tandis que la chute des marchés financiers vient rapidement rattraper cet excès de confiance. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est comment réellement profiter des marchés financiers lorsqu'il y a une chute, lorsqu'il y a une baisse, lorsqu'il y a un marché qui est baissier sur une longue période de temps. On va voir dans cette vidéo comment faire pour profiter et se préparer dans ce type de moment. Avant toute chose, laissez-moi vous dire que en bourse, il y a de la volatilité. C'est pas nouveau et beaucoup de personnes sont OK avec le fait qu'il y ait de la volatilité. Par contre, lorsque ça arrive, eh bien, ils sont beaucoup moins OK avec ça. C'est-à-dire qu'ils vont vendre leur position, ils vont stresser, ils vont pas dormir, etc. C'est peut-être déjà que en amont, vous avez peut-être un peu trop investi par rapport à ce que vous êtes prêt à accepter en termes de volume de volatilité. Par exemple, si je vous dis, est-ce que vous acceptez potentiellement qu'il y ait moins 20% sur votre portefeuille durant une année, mais l'année d'après, il est possible que vous soyez que à moins 5% et l'année suivante, vous êtes par exemple à plus 5, plus 10%. Est-ce que vous êtes OK avec ça? La plupart d'entre vous vont être, ouais Théo, je suis OK avec ça. Sur 5, 10, 15, 20 ans, je vais être gagnant, c'est pas grave. C'est vrai et c'est une très bonne manière de réfléchir et de fonctionner. Cependant, dans la pratique, beaucoup de personnes vont investir trop en volume et donc ces simples moins 20% vont créer un volume de manque à gagner temporaire, une moins-value temporaire qui va vous faire changer d'avis et vous faire revoir cette réflexion. Donc avant toute chose, avant d'appliquer les conseils que je vais vous donner dans un instant, comprenez et acceptez le fait que les marchés sont volatiles. C'est normal. Les marchés, c'est quoi? C'est des actions. Des actions, qu'est-ce que c'est? C'est des parts d'entreprise. Et investir dans des entreprises, c'est pas tout le temps vers le haut, c'est pas tout le temps haussier. Vous le voyez, toutes les entreprises ne gagnent pas énormément d'argent de plus en plus tous les ans. Ça a tendance à arriver sur une longue période de temps, mais sur une courte période de temps, c'est pas forcément ce qui va se refléter sur les marchés. En plus de la performance réelle, il y a la perception de la valeur des actions en bourse. Et donc, si les investisseurs sont effrayés, ils vont avoir tendance à dévaluer cette perception de prix sur les actions et donc sur les marchés financiers. Donc avant toute chose, sachez qu'il y aura toujours de la volatilité sur les marchés financiers et donc que vous devez l'accepter si vous souhaitez investir en bourse. Maintenant, pour vous protéger contre une chute des marchés financiers, ça veut dire que vous êtes déjà investi et vous êtes investi d'une manière à vous protéger et affaiblir les chutes, eh bien c'est une bonne diversification. J'aime bien cet adage qui dit ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Et c'est vrai, mais c'est incomplet. Parce que si vous avez, encore une fois, une centaine d'actions dans le même secteur, eh bien, s'il y a une baisse, par exemple, du marché technologique, eh bien, vous prenez la baisse de plein fouet. Par contre, si vous avez 10 actions qui sont dans 10 secteurs différents, eh bien, le marché de la technologie il peut s'effondrer. Eh bien, au pire, vous aurez perdu que 10%. Donc, vous voyez que la diversification, ça ne veut pas dire le nombre d'actions que vous avez. Ça veut simplement dire le fait que vos actions sont décorrélées les unes des autres. Si vous ne savez pas décorréler vos actifs vous-même, investissez sur des ETF qui vont eux-mêmes avoir une bonne allocation en fonction des secteurs, en fonction des types d'entreprises, des petites entreprises, des moyennes entreprises, des grandes entreprises, mais aussi au niveau de leur secteur d'activité géographique. Des entreprises qui vendent aux US, mais pas que aux US, en Europe aussi, en Asie aussi, etc., etc. Donc, réfléchissez un instant à est-ce que votre allocation actuelle de capital est diversifiée et allouée d'une manière qui va vous protéger contre une potentielle chute des marchés financiers dans un secteur ou dans plusieurs. À chaque fois que je parle de se protéger contre une chute des marchés financiers, il y a deux éléments qui reviennent souvent et je pense que c'est des erreurs. On me demande, Théo, c'est quoi ton avis sur l'or? Est-ce que c'est le bon moment d'acheter des obligations d'État? La réponse est non et non. Pourquoi? Parce que l'or, sur une longue période de temps, ça sert à rien, ça sous-performe les actions, mais de manière extrême. Et en plus de ça, le rôle de l'or n'a pas été tenu durant les précédentes chutes, crash ou baisses des marchés financiers. Ça veut dire que si vous avez investi sur une longue période de temps, eh bien en fait, il n'y a que le fait d'avoir acheté au meilleur moment de l'or qui aurait fait que vous auriez gagné de l'argent. Le rôle de l'or, ce n'est pas de vous faire gagner de l'argent, c'est de vous protéger contre l'inflation. Vous mettez un lingot d'or ici, vous mettez un titre d'une action ici, vous les laissez 10 ans. Qu'est-ce qui a fait que l'or vaut plus? C'est simplement la perception qu'ont les gens de l'or.
À l'inverse, votre titre qui détient une action, par exemple Apple, Coca-Cola, McDonald's, peu importe. Qu'est-ce qui fait que ce bout de papier aura pris plus de valeur que ce bout de métal? Eh bien, c'est que ce bout de papier, c'est la réflexion de la performance d'une entreprise. Et donc, sur une longue période de temps, vous avez beaucoup plus de chances de gagner de l'argent avec des actions qu'avec un bout de métal qui est posé sur un comptable. Pour ce qui est des obligations, qu'est-ce qu'une obligation et la plupart du temps, qu'est-ce que ça représente? Une obligation, comme son nom l'indique, c'est une obligation de faire quelque chose. Et en l'occurrence, c'est une obligation de rembourser. Donc des obligations, notamment d'État, eh bien c'est le fait de prêter de l'argent à l'État et que l'État va nous le rembourser avec un intérêt. C'est un investissement qui est considéré comme sûr de la plupart des investisseurs parce que aujourd'hui, il y a très peu d'États qui font faillite. Les États ont un versement d'intérêt qui est différent en fonction du niveau de risque et la perception du risque des investisseurs. Par exemple, vous achetez des obligations en France ou en Espagne, eh bien la France est considérée par les investisseurs comme étant plus solide que l'Espagne et vous avez les États-Unis d'Amérique qui est considérés comme là où est-ce qu'il y a les obligations d'État les plus solides. Et donc évidemment, plus vous allez investir sur une obligation qui va être considérée comme solide et moins son rendement sera important. À l'inverse, plus vous investissez et plus vous prêtez de l'argent à des États qui sont risqués, eh bien plus évidemment votre versement non pas de dividendes mais de coupons va être important. Cependant, il y a un vrai problème avec ce type d'investissement, c'est que la plupart du temps, vous avez, donc quasiment 100% des cas, vous avez un versement de coupons qui est stable. Donc c'est-à-dire qu'avec l'inflation, le coupon n'a pas tendance à prendre de la valeur. Au contraire, surtout si on rentre dans une période où les banques centrales commencent à augmenter leur taux d'intérêt. Si vous aviez déjà acheté avant, par exemple vous avez acheté une obligation qui va vous verser un coupon par exemple de 3% par an, eh bien si les banques par exemple aux États-Unis disent maintenant on vous verse non pas 3% mais on vous verse maintenant 5%, eh bien cette différence de 2%, votre obligation sur les marchés financiers va perdre de la valeur. Et donc c'est ce qui fait que encore une fois, sur que ce soit courte, moyenne ou longue période de temps, je ne vois pas l'intérêt d'investir dans des obligations d'État. Pour illustrer mes propos, je vais maintenant comparer trois types d'actifs. Je vais vous comparer un ETF qui s'appelle VOO, qui est la réplication du S&P 500. Je vais comparer un deuxième ETF qui s'appelle GLD, qui est ni plus ni moins que la réplication du prix d'une once d'or. Et en plus de ça, je vais vous comparer l'ETF qui s'appelle TLT, qui est ni plus ni moins que le fait d'acheter un ETF qui va répliquer une obligation de l'État américain sur une période de 20 ans. Donc c'est généralement là où il y a le plus de volume. Et donc si on compare, par exemple depuis 2011, si vous aviez investi 10 000 $, eh bien vous auriez l'équivalent de 38 000 $ si vous aviez investi sur le S&P 500. Vous auriez 10 951 $ si vous aviez investi sur l'or et vous auriez seulement 13 720 $ si vous aviez investi sur des obligations d'État. Ce que l'on peut voir également, c'est que c'est pas non plus seulement une histoire de performance. Parce que sur le S&P 500, vous auriez eu 12,10% de performance annuelle. L'or, vous auriez eu 0,77%, ce qui est moins que l'inflation. Donc, vous auriez perdu de l'argent. Et en plus de ça, sur les bons du Trésor américain, vous auriez eu seulement 2,71% de plus-value après toute cette période de temps. Mais pas seulement. Vous auriez eu également, en ce qui est de performance annuelle la plus mauvaise, sur le S&P 500, au pire du pire, vous auriez eu moins 17,74%. Tandis que sur l'or, vous auriez eu moins 28,33%. Et sur les bons du Trésor, vous auriez eu une période à moins 34,10%. Donc les personnes qui me disent investissez sur l'or ou les obligations pour vous protéger contre les crashs et les chutes des marchés financiers, les gars, si vous regardez ni plus ni moins que les performances réelles de ce qui se passe sur le marché, alors oui, dans la théorie peut-être, dans la pratique, non, le S&P 500 est bien mieux. Première méthode, c'est déjà d'avoir du capital qui est disponible sur le courtier sur lequel vous vous apprêtez à investir. Je vous donne un exemple concret. Les marchés viennent de s'effondrer. Waouh, moins 30%, ça donne envie d'investir si vous avez un peu de jugeote et que vous savez analyser les marchés financiers. Et donc du coup, vous allez aller sur par exemple Interactive Broker, moi c'est celui que j'utilise, et vous souhaitez vous inscrire. Interactive Broker, Boursorama, Bourse Direct, DeGiro, peu importe, va vous dire
Ok, on est super content que vous souhaitez investir avec nous. Par contre, on a une liste d'attente parce qu'il y a trop de monde qui s'est inscrit. Le temps que votre compte soit validé, le temps que vous envoyez votre capital sur le courtier en question, eh bien peut-être que les marchés auront déjà repris. Donc vous ne pourrez pas profiter d'un moment qui sera réellement opportun. Maintenant, notez une chose, c'est que vous avez aussi un autre avantage que d'envoyer de l'argent et des capitaux maintenant sur un courtier. C'est le fait que votre capital va générer des intérêts. Je vous donne l'exemple de Interactive Broker encore une fois parce que c'est celui que je connais le mieux et que j'utilise. Lorsque vous avez du capital qui est dormant sur la plateforme, donc un courtier c'est simplement un site sur lequel vous avez un compte, sur lequel vous avez votre argent, et cet argent lorsqu'il n'est pas investi sur les marchés financiers, eh bien il va générer des intérêts qui vont être généralement de l'ordre de 2 à 3% par an. Ce qui est intéressant, ça veut dire que vous pouvez vous permettre d'attendre avec votre capital et ces intérêts qui vont être générés vont absorber une partie de l'inflation, ce que je trouve extrêmement intéressant. Et en plus de ça, le jour où vous souhaitez rentrer sur les marchés, boum, vous pouvez tout simplement déployer votre capital. Vous n'avez pas besoin de faire cette procédure d'inscription, d'attente et de virement vers le courtier en question. Le deuxième moyen de commencer à profiter d'un marché qui est baissier, ça va être le fait de comprendre déjà ce que vous allez acheter. Ça veut dire que si vous attendez que les marchés chutent pour commencer seulement à réfléchir à ce sur quoi vous allez vous positionner, eh bien votre réflexion peut être modifiée de par les informations que vous avez eues, de par ce que les médias disent, de par l'avis de la boulangère. Et donc de ce fait, il est important de, avant même qu'il y ait un crash, savoir ce que vous allez acheter. Et je vous le dis, la réflexion que j'ai eue après toutes ces années d'investissement en bourse, c'est que il y a toujours des opportunités de rentrer sur des actions à tous les moments de l'année. Tous les mois de l'année, il y a moyen de rentrer sur des actions à un bon prix. Par contre, lorsqu'il y a une chute généralisée des marchés financiers, il n'y a qu'un seul type d'asset qui est réellement intéressant sur lequel se positionner, c'est les ETF. Les ETF, je le rappelle, c'est un titre qui est coté en bourse, qui contient généralement plusieurs titres en son sein. Je dis plusieurs titres parce que il peut y avoir des ETF d'actions, des ETF d'obligations, des ETF sur l'or, etc., etc. De ce fait, le fait qu'il y ait une chute généralisée des marchés financiers vous permet de rentrer sur un titre qui va tout simplement déjà détenir en son sein une partie de la baisse qui va être généralisée. Et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir investir à un excellent moment, puisque la plupart du temps, les ETF sont surcotés et sont trop chers. Et donc, lorsqu'il y a un crash, préparez votre capital sur le courtier et rentrez sur un ETF parce que de toute manière, lorsqu'il n'y a pas de crash, vous pouvez rentrer sur des actions individuelles. Maintenant, voyons comment profiter d'un marché qui est baissier. Ça veut dire que la bourse, par exemple, a perdu globalement 10% et elle continue de baisser. Comment profiter de ce type de période? Deux choses. La première chose, c'est la vente à découvert. C'est une méthode que je ne recommande pas pour plusieurs raisons, mais je vais y aller très simple. Le schéma psychologique pour la vente à découverte est un schéma psychologique qui est vraiment différent de l'investissement sur le long terme. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, ou c'est très compliqué d'avoir une performance qui est saine sur le long terme en faisant que de la vente à découverte. Et il faut savoir switcher son cerveau dans un autre mode d'investissement qui est celui de la vente à découverte. Donc honnêtement, si vous n'êtes pas un investisseur qui est expérimenté, je ne recommande pas la vente à découvert. En plus de ça, notez que la vente à découvert, généralement, ça va être sur des CFD. Des CFD, c'est des contrats de différence et généralement qui sont sur les plateformes en elles-mêmes et qui vont appliquer des frais ou un spread qui va être important. Donc c'est pour ces raisons que personnellement, je ne le fais pas. Je n'essaye pas de parier contre une entreprise qui pèse des milliards de dollars parce que je ne m'estime pas assez intelligent pour être devin non seulement sur la période à laquelle ça va être au plus bas, mais en plus de ça, je ne sais pas quelles sont les actions qui sont menées en interne à l'entreprise pour contrer justement cette baisse de performance. Et donc, c'est ces deux éléments qui font que je ne fais pas de vente à découvert. Donc, lorsque votre portefeuille continue de baisser de mois en mois, eh bien, réellement, pour moi, il n'y a qu'une seule chose qui vous permet réellement de profiter d'un marché baissier, c'est le fait de renforcer vos positions. Ce que je vous dis, ça peut paraître bête, c'est des réflexes qui sont simples de l'investissement en bourse, mais lorsque vous allez voir votre portefeuille qui va baisser en valeur, je vous assure qu'il faut en avoir là-dedans pour savoir remettre sur l'action en question, remettre sur l'ETF en question, parce que vous avez une conviction qui est forte
dans ce type d'investissement. Et c'est pour ça que vous devez continuer de vous former, même si vous pensez déjà tout savoir sur l'investissement en bourse, continuez à lire, continuez à vous former, continuez à avoir des coachs, continuez à connaître les avis des investisseurs indépendants pour soit avoir plus d'informations, renforcer votre point de vue ou avoir un point de vue qui est légèrement différent ou complètement à l'opposé de ce que vous avez aujourd'hui. Personnellement, je pense tout connaître en bourse. Quand je lis un bouquin, oui, la plupart du temps, j'ai l'impression de tout connaître. Oui, quand je regarde des vidéos, j'ai l'impression d'écouter du blabla que j'ai déjà entendu 100 fois. Par contre, ça me renforce dans ma conviction que investir en bourse, de la manière dans laquelle je le fais, eh bien, c'est fait pour moi et ça va me permettre d'obtenir une performance qui me convient sur le long terme. Pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur ce type d'investissement, je vous mets dans la description un lien qui va vous montrer mon portefeuille à dividendes. C'est ni plus ni moins que le fait de copier mes investissements, mais pas seulement de les voir noir sur blanc, mais aussi de les comprendre et d'apprendre et de continuer tous les mois avec une nouvelle vidéo d'analyse des marchés financiers qui va vous montrer comment est-ce que j'aborde le marché sur le plan fondamental, l'analyse graphique, mais aussi sur le plan émotionnel qui me permet d'avoir une performance qui me convient. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos investissements. Ciao, ciao!